Malik Nsiala vivait dans un quartier oublié de la République. Pas celui qu'on montre dans les brochures municipales ou les bulletins d'information. Le sien n'avait pas de fontaine rénovée, ni de centres culturels ouverts le dimanche. C'était un amas de béton fissuré, un entrelac de cages d'escalier saturées d'odeurs de misère et de cuisine improvisée. Les volets y étaient souvent fermés, non pour se protéger du soleil, mais du regard des autres et parfois, des balles perdues. À 13 ans, Malik avait déjà compris que dans cette ville, certaines personnes naissaient présumées coupables. Il le sentait chaque fois qu'un agent de sécurité le suivait dans un supermarché, chaque fois que les gens changeaient de trottoir à son passage, chaque fois que le mot « jeune » dans la bouche des journalistes sonnait comme un code pour dire « garçon noir ». Il avait vu son ami Idriss être plaqué au sol pour avoir couru après un ballon. Il avait vu sa cousine Awa pleurer en sortant du collège, accusée d'avoir triché uniquement parce qu'elle avait eu 19 sur 20. Malik vivait seul avec sa mère, Fatou. Une femme d'une dignité silencieuse, le dos toujours droit malgré les charges. Elle enchaînait les gardes de nuit à l'hôpital, où elle nettoyait les couloirs avec une minutie qu'aucun médecin ne remarquait. Fatou parlait peu de son passé, mais ses yeux, parfois, trahissaient la mémoire d'un pays en feu, d'un mari disparu, d'un exil traversé sur un bateau trop petit pour autant de rêves. Elle avait fui une guerre invisible, faite de milices et de soupçons, pour découvrir une autre forme de guerre dans sa nouvelle terre d'accueil. Ici, la violence ne portait pas d'uniforme. Elle s'infiltrait dans les regards, les silences, les humiliations banales. Le mépris n'avait pas besoin de cris, il s'exprimait par l'indifférence. Malik, lui, était un garçon discret, toujours à l'écart mais jamais absent. Dans sa chambre minuscule, il empilait les livres comme d'autres empilent des briques pour bâtir une forteresse. Il les dénichait dans les recoins oubliés de la bibliothèque municipale, là où personne ne regardait. Des essais poussiéreux de philosophie politique, des volumes d'histoire ancienne, des traités de droit pénal qu'il lisait lentement, en notant chaque mot nouveau dans un vieux cahier usé. Il n'avait pas de professeur particulier, pas de mentor. Mais il avait cette soif, ce besoin brûlant de comprendre. Il lisait non pour réussir, mais pour résister. Il aimait les mots, les arguments, les subtilités du langage. Ce que certains appelaient jargon juridique, lui voyait des armes. Des armes sans violence, mais redoutables. Il rêvait, en silence, de devenir avocat. Pas pour la gloire, pas pour le costume, mais pour qu'un jour, quelqu'un comprenne. Comprenne ce que c'est que de devoir prouver, chaque jour, que l'on mérite d'exister. Puis un matin glacial de décembre, tout bascula. Fatou fut réveillé par un appel. Une voix sèche lui annonça que son fils avait été arrêté. Elle n'eut pas droit à beaucoup d'explications. Juste une adresse. Juste l'essentiel. Le cœur battant, elle prit un taxi qu'elle ne pouvait pas se permettre. En chemin, elle serrait dans ses mains un foulard déjà usé, comme pour ne pas se briser. L'accusation, vol d'un ordinateur portable dans une boutique du centre-ville. Le commerçant avait reconnu Malik après que la police lui avait présenté des photos d'adolescents déjà fichés. Mais Malik n'était pas dans leur base de données. Il n'avait jamais eu d'ennui. Pourtant, son visage noir suffisait. Il ressemblait, vaguement, à l'auteur du vol. Et ce vague-là, dans certains commissariats, valait certitude. Lors de son interrogatoire, Malik n'avait rien dit. Non pas par peur, mais parce qu'il savait. Il savait que dans cette pièce sans fenêtre, chaque mot, chaque souffle, chaque battement de cils serait interprété. Qu'il ne cherchait pas la vérité, mais une confirmation. Alors il s'était tu. Il avait attendu. Il avait observé. Il avait vu le regard du policier glisser sur lui comme sur un objet. Il avait noté le ton de la voix, les soupirs, les silences complices. Il avait compris, encore une fois, qu'il était déjà condamné dans l'esprit de ceux qui l'interrogeaient. Il savait aussi qu'il n'aurait pas d'avocat commis d'office à temps pour sa première audience. Que les délais étaient longs. Que sa mère, malgré toute sa volonté, ne parlait pas assez bien la langue des tribunaux pour faire entendre la vérité. Elle avait appelé des associations, tenté de joindre des avocats. Mais les rouages de la justice étaient lents pour les gens comme eux. Lents pour entendre, rapides pour punir. Alors Malik avait fait ce qu'il savait faire de mieux. Il avait écouté. Il avait noté dans sa tête les contradictions, les failles, les raccourcis. Et il avait attendu son moment. Son moment pour parler. Mais avec des mots choisis.
Des mots qui blessent moins que les balles, mais frappent plus juste. Le tribunal pour enfants était inhabituellement plein ce jour-là. On y sentait cette tension particulière, celle qui précède les moments d'exception, où quelque chose d'inattendu s'apprête à surgir. Dans la salle, des journalistes prenaient des notes sans grande conviction, venus par curiosité après qu'un policier avait mentionné un gamin trop calme pour être innocent. Quelques militants des droits civiques, alertés par une association, étaient aussi présents, assis en retrait. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, mais tous pressentaient que cette affaire ne ressemblait pas aux autres. Au centre, assis sur un banc un peu trop grand pour lui, Malik portait une chemise blanche à carreaux, propre mais trop large, offerte en hâte par un voisin solidaire. Le tissu flottait autour de ses épaules maigres, comme si même les habits avaient du mal à contenir son destin. Il tenait dans ses mains un vieux cahier à la couverture cornée, jauni sur les bords, dont les pages étaient pleines d'une écriture fine et serrée, des citations de loi, des définitions juridiques, des questions ouvertes, des ratures, des pensées griffonnées dans les marges. À ses côtés, sa mère, Fatou, semblait absente. Présente physiquement, mais ailleurs. Le dos droit, les mains nouées sur ses genoux, elle regardait droit devant elle sans ciller. Ses yeux, humides, contenaient un océan d'émotions. Peur, honte, fatigue, mais surtout fierté. Une fierté discrète, contenue, comme un chant qu'on n'ose pas encore chanter. Le juge entra. Il était réputé pour son intransigeance avec les jeunes issus des zones sensibles. Il parcourut rapidement le dossier, le ton neutre, presque las. Puis il lut les faits d'une voix monocorde, comme s'il récitait un scénario déjà joué 1000 fois. Le procureur prit la parole. Une femme en tailleur strict, lunettes sur le bout du nez. Elle parla de récidives possibles alors que Malik n'avait aucun antécédent. Elle évoqua un climat d'insécurité croissant. Elle utilisa des mots froids, profil comportemental, attitude suspecte, risque de fuite. À mesure qu'elle parlait, Malik sentait son cœur s'alourdir, non de peur, mais d'une colère calme. Une colère qui ne criait pas, mais qui résistait, patiemment. Puis, contre toute attente, il leva la main. Un geste simple. Mais dans cette salle, ce fut comme un coup de tonnerre. Monsieur le juge, dit-il d'une voix posée, puis-je parler? Je souhaite me défendre moi-même. Un murmure parcourut la salle. Le juge haussa les sourcils, déstabilisé. Il jeta un coup d'œil au greffier, puis au procureur, puis à Malik. Il vit un enfant. Mais dans ses yeux, il lut autre chose. Quelque chose de plus ancien que l'âge. De plus solide que la peur. Il acquiesca. Malik s'éleva. Lentement. Sans seregens. Comme on entre dans une église. Et ce qu'il dit alors, changea l'atmosphère de la pièce. Le murmure s'éteignit. Le silence devint presque religieux. Je m'appelle Malik Nsiala. J'ai 13 ans. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas criminel non plus. Je suis juste un garçon qui a appris à lire la loi parce que la vie ne m'a pas laissé le choix. Il ouvrit son cahier. Tourna quelques pages. Les regards étaient rivés sur lui. Aujourd'hui, on m'accuse sur la base d'un soupçon. Pas d'une preuve. Juste un visage. Le mien. Celui d'un garçon noir. Dans un quartier blanc. Il marqua une pause. Respira. Poursuivit. Selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable. Mais ce que j'ai vécu depuis mon arrestation, ce n'est pas un procès équitable. C'est une présomption de culpabilité. Une rafale d'a priori. Il fixa le procureur sans insolence, mais avec une clarté désarmante. Je n'ai pas été arrêté parce qu'on m'a vu voler. J'ai été arrêté parce qu'un homme a vu un garçon noir sur une photo et s'est dit « ça doit être lui ». Et la police a dit « ça suffit ». Des murmures s'élevèrent à nouveau. Une avocate présente dans le public fronça les sourcils, puis pencha la tête. Une main couvrit une bouche discrètement émue. Un journaliste se pencha en avant, le stylo suspendu. « J'aimerais aussi poser une question », poursuivit Malik, calmement. « Pourquoi ai-je été placé en garde à vue sans avocat? Pourquoi ai-je dû signer un papier que je ne comprenais pas? Ma mère ne parle pas bien français. Et moi, je n'avais personne. Pas un adulte. Pas un défenseur. Est-ce que ça, c'est la justice? » Il referma doucement son cahier. Il ne criait pas.
Il ne suppliait pas. Il posait des vérités. Bruts. Implacables. Je suis peut-être qu'un enfant, mais je connais mes droits. Et je suis ici non pour qu'on me punisse, mais pour qu'on m'écoute. Parce que dans cette salle, tout le monde m'a déjà jugé. Mais moi, je vous regarde, et je vous demande, êtes-vous sûr de ce que vous faites? Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre tomber une larme. Le juge baissa les yeux. Fatou, pour la première fois depuis le début de l'audience, laissa couler une larme. Pas de détresse. Une larme de vérité. Le vieux parquet craqua sous les pas d'un greffier qui ne savait plus s'il devait intervenir. Et dans ce silence suspendu, un souffle venait de changer de direction. Le juge, visiblement ébranlé, suspendit l'audience. L'atmosphère dans la salle était lourde, presque sacrée, comme si chacun avait perçu, sans encore pouvoir le nommer, que quelque chose d'historique venait de se produire. Le silence s'étira longtemps, avant d'être rompu par le bruit des stylos, des claviers, des murmures. Mais c'est en dehors du tribunal que la véritable onde de choc se propagea. Un jeune stagiaire en journalisme, assis discrètement au fond de la salle, avait filmé l'intervention de Malik avec son téléphone, d'abord par curiosité, puis par instinct. Il publia la vidéo sur les réseaux sociaux avec une simple légende. Il n'a que 13 ans, mais il parle comme s'il portait des siècles d'injustice sur ses épaules. En quelques heures, la vidéo devint virale. Partagée, commentée, analysée. Les chaînes de télévision en firent des reportages spéciaux. Des débats furent organisés. Enfants des quartiers, coupables par défaut, l'accès aux droits pour les mineurs, un privilège ou un droit fondamental. Sur les plateaux, des avocats, des sociologues, des journalistes tentaient de mettre des mots sur ce que Malik avait incarné, une rupture. Partout, on parlait de ce garçon à la chemise trop grande, au regard calme et brûlant d'intelligence, qui avait retourné la logique du tribunal contre elle-même. Une France entière, souvent sourde aux injustices quotidiennes des quartiers populaires, semblait soudain contrainte d'écouter. Des cabinets d'avocats prestigieux proposèrent immédiatement de représenter Malik gratuitement. L'un d'eux, spécialisé en droit des mineurs, se chargea du dossier. Une avocate chevronnée déclara : « Ce garçon m'a rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. Pas pour gagner, mais pour défendre. » Une enquête administrative fut ouverte sur les méthodes de la police locale. Le responsable de la garde à vue fut suspendu temporairement. Les interrogations se multipliaient. Pourquoi aucun avocat n'avait-il été commis à temps? Pourquoi la mère n'avait-elle pas été assistée dans sa langue d'origine? Qui avait validé la reconnaissance basée uniquement sur une vague ressemblance? Quant au commerçant, interrogé à nouveau sous serment, il finit par admettre, les épaules basses. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. C'est peut-être une erreur. Et ce mot, erreur, fit basculer l'affaire. Le dossier fut classé sans suite. Malik fut libéré. Mais dans les esprits, rien ne fut vraiment refermé. Pour beaucoup, Malik devint le symbole d'une jeunesse trop souvent criminalisée avant même d'avoir été entendue. On l'invita à des colloques, à des tables rondes sur la justice, parfois sans qu'il parle, juste pour l'écouter, simplement, exister enfin dans un espace qu'il avait jusqu'ici ignoré. Mais lui, en silence, poursuivit son chemin. Il ne voulait pas être une icône passagère. Il voulait comprendre le système de l'intérieur, pour le transformer. Pendant 10 ans, il travailla sans relâche. Étudiant le droit, la philosophie, l'histoire coloniale et les rouages de l'institution judiciaire. Il escella. Son nom commença à circuler dans les universités les plus prestigieuses, où certains professeurs confiaient. Cet étudiant a quelque chose que les autres n'ont pas. Ce n'est pas seulement du talent. C'est une urgence. Et puis un jour, il entra à l'École nationale de la magistrature. À 23 ans, Malik devint le plus jeune auditeur de justice noire de l'histoire de la République. La cérémonie d'accueil fut solennelle. Les familles étaient présentes, les discours formatés. Mais quand vint son tour, il prit la parole. D'une voix calme, posée, il dit : « Ce jour-là, à 13 ans, j'ai compris que le droit n'était pas une arme réservée à ceux qui en ont hérité. C'est une langue, une force, un outil. Et moi, j'ai décidé d'en faire un bouclier pour ceux qui n'en ont pas. » Silence. Puis une ovation. Fatou, sa mère, assise au premier rang, porta la main à sa bouche pour contenir ses larmes. Elle se souvenait de cette nuit où elle avait cru tout perdre. Et voilà son fils,
devenu gardien de justice. Ce jour-là, dans le cœur de nombreux jeunes spectateurs, un rêve interdit reprit vie, celui de pouvoir devenir, malgré tout, la voix qui protège.